Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver et je voulais partager avec vous un moment de révélation que j'ai eu. Alors, cela paraîtra peut-être futile pour certains, ou d'autres diront oui, mais je le savais déjà, ou j'en avais pris conscience, et puis tant mieux d'ailleurs, hein. Mais simplement, moi, je veux dire, ça fait tilt à un moment donné, et j'ai eu comme, je veux dire, une révélation. Et je voulais la partager. Donc, comme vous le savez, je me définis comme un consultant, un formateur et un coach. Et ce faisant, de par mes activités professionnelles, je suis souvent très observateur de ce qui se passe dans le monde des entreprises. Et c'est vrai que plus le temps passe, moins j'ai tendance à reconnaître le monde de l'entreprise. En tout cas, plus le monde de l'entreprise s'éloigne d'un modèle que j'aurais pu, je veux dire, apprécier personnellement et pour lequel j'aurais pu me battre. Euh, les comportements et les attitudes que je retrouve aujourd'hui dans les entreprises me désolent, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que l'individualisme a probablement existé de tout temps, quoique je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est des choses qui existaient déjà, j'ai envie de dire, de mon jeune temps. Euh, Simplement aujourd'hui, c'est arrivé à un point, me semble-t-il, qui est très exacerbé. Et je me suis demandé, mais pourquoi tout cela? Et pour cela, ben, j'ai dû retourner finalement vers quelque chose dans lequel nous vivons et qu'on a presque oublié que nous vivions dedans, qui est une véritable religion. J'ai envie de dire, c'est le socle, c'est vraiment le socle, le fondement de nos sociétés à l'heure actuelle, ben, c'est le capitalisme. Une sorte de capitalisme triomphant, un capitalisme d'ailleurs me paraît devenir de plus en plus sauvage à bien des égards. Un capitalisme qui arrive un peu au bout de sa logique, puisque tout est à vendre aujourd'hui, hein. Le ventre des femmes est à vendre, les gamètes sont à vendre, on fait de la procréation pour autrui, enfin bon, euh, tout est devenu objet de marchandise. Même les biens soi-disant inaliénables de l'humanité, ben, on nous les vend, on nous vend nos trous. Alors je ne sais plus dans quel aéroport du monde, on nous vend même notre air. Donc tout est devenu objet de marchandise à celui qui est capable de mettre la main dessus. Et cette réflexion, ben, à un moment donné, est venue se télescoper avec une expression ou un titre d'ailleurs, hein, que nous connaissons tous, qui est les ressources humaines. Les ressources humaines, l'humain comme une ressource. Alors non plus l'humain comme un humain, mais simplement comme une ressource qui est rangée au rang de la machine, etc. Comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, qu'est-ce qui a permis d'y arriver? Ce qui a permis d'y arriver, c'est l'avènement de l'individualisme. Cet individualisme a été proposé, on a mis les gens en compétition, on les a récompensés par rapport à cette compétition. Et le fait d'avoir été mis en compétition et notre avidité à vouloir vivre la vie d'ici, d'aujourd'hui, de profiter des biens, de faire partie de la classe supérieure, de faire partie des nantis ou de faire partie des chanceux du système, ceux qui vont pouvoir tirer les joies et les plaisirs de ce monde, ben, a fait finalement que nous nous sommes entre-déchirés et nous sommes devenus des individus. Nous sommes passés du groupe à l'individu. Nous ne sommes plus une communauté humaine, nous sommes une somme d'individus. Et à partir du moment où nous sommes devenus une somme d'individus, ben, il était simple de nous mettre en compétition commerciale, et donc de faire fonctionner le système capitaliste dessus. Si nous étions restés un groupe, ben, le monde de l'entreprise, le monde du travail aurait dû discuter avec ce groupe, avec ce seul interlocuteur qui est le groupe, et il aurait dû trouver d'autres arrangements. Le groupe et le poids du groupe auraient probablement pu peser de façon à, disons, mieux défendre l'intérêt de ceux qui allaient se mettre au service des entreprises et des industries. Mais justement, d'ailleurs, c'était tout le sens probablement, hein, du syndicalisme au siècle dernier, qui était d'ailleurs un syndicalisme. Enfin, moi, je me souviens de mes jeunes années, surtout en Belgique et en Wallonie, il y avait un syndicalisme qui était très présent et très actif. Je veux dire, je compte plus le nombre de grèves qu'il y a pu y avoir, la violence parfois qu'il pouvait y avoir également dans certaines manifestations, chose que je n'excuse pas, hein, simplement ce sont des souvenirs. Donc le fait d'être parvenu à casser ça, en mettant les gens en compétition, a fait que
l'humain est devenu un marché dans lequel dans lequel le monde de l'entreprise peut l'épuiser. Et donc, elle a réglé ce marché, ben, comme tous les marchés, euh, je veux dire, avec la liberté des prix. Et puis chacun finalement se vend au prix qu'il a envie de se vendre. Et puis s'il est trop cher, ben, il ne trouve pas de travail. Celui qui est moins cher aura un job. Et comme aujourd'hui, on va vers une pénurie d'emplois, me semble-t-il. Alors il y aura toujours du travail, mais il y aura de moins en moins d'emplois. Euh, En tout cas, c'est ce que nous disait Bernard Stiegler déjà. Bernard Stiegler est un philosophe français qui étudiait entre autres la société automatique. Il est décédé d'ailleurs, le pauvre, donc au mois d'août cette année. Et donc, c'était une de ses paroles. Il disait, alors je ne sais pas si elle venait de lui ou s'il la reprenait de quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il disait il y aura toujours du travail. La seule chose qu'il y aura de moins en moins, c'est de l'emploi. Et d'ailleurs, il ciblait, lui, il disait que dans les 5 prochaines années, probablement, la France allait perdre alors de mémoire, entre 30 et 70% des emplois, avec une probabilité plus forte sur les 45%. Mais si on regardait dans une profondeur un peu plus longue, la France pourrait perdre jusqu'à 80% de ses emplois. Donc on va vers une société qui change profondément de toute façon, et on va devoir apporter des réponses par rapport à ça. Mais pour en revenir à ça, au sujet d'aujourd'hui, ce qui a permis l'avènement des ressources humaines, et donc derrière on a des directions des ressources humaines qui vont acheter sur le marché de la ressource humaine, qui vont gérer de la ressource humaine dans sa gestion contractuelle, etc. Eh bien, c'est le fait justement que nous nous sommes individualisés et que finalement, il y a une offre abondante sur le marché. Si nous étions restés plus soudés, si nous étions restés des groupements ou des groupements humains, eh bien, ça aurait été plus compliqué et on aurait probablement mieux défendu, disons, nos intérêts. Alors, nos intérêts sont divers et variés. Ce n'est pas que la question du temps de travail, de la rémunération, etc. Mais ça peut être aussi ce qu'une entreprise peut faire ou ne peut pas faire. C'est le fait de traiter l'entreprise comme un citoyen et donc de lui demander de se comporter comme un citoyen correctement en préservant la planète, le bien-être, en trouvant sa place, en apportant sa contribution, je veux dire, à la société. Et ça aurait pu être plein de choses, je veux dire. Mais le fait est que nous nous sommes laissés diviser. Je veux dire, à partir du moment où quelques-uns ont eu cet appétit, parce qu'évidemment on leur a proposé, je veux dire, la belle vie. Écoute, si tu acceptes de te vendre de manière individuelle, tu auras la villa, la maison, tu auras l'école privée pour tes enfants, tu auras la belle voiture, tu auras un beau titre, tu auras un beau bureau, enfin bon, etc., etc., etc. C'est vrai que le monde économique, qui a des moyens, peut se rendre très attractif et peut avoir des arguments. Eh bien, on a fissuré, disons, la communauté humaine que nous aurions dû être, et le marché s'est fracturé au point où aujourd'hui nous sommes devenus des individus. Toute la société nous a construites comme ça, puisque finalement, dès l'école, on nous a mis en compétition. Il y avait celui qui avait les meilleurs points, le premier de la classe, puis il y avait tout un classement. Il y avait le dernier, qui parfois d'ailleurs était hué, voire humilié par l'enseignant. C'était des méthodes qui existaient, je les ai connues, j'en ai été le témoin. Donc on nous a formatés comme ça, je veux dire, depuis très très longtemps, et quelque part on trouve ça normal. Aujourd'hui, tout le monde trouve normal d'être en compétition, etc. Et je pense qu'on ne prend plus du tout la mesure des conséquences que cela a pu avoir. Alors pourra-t-on faire marche arrière ? Difficile à dire, je veux dire, nécessairement à un moment donné on va se retrouver dans une situation où on va devoir refaire bloc, mais on va devoir refaire bloc probablement face à quelque chose qui va être terrible, qui sera difficile à vivre, je veux dire, qui sera très lourd pour chacun, parce que tant qu'on ne sera pas dans le mur, je ne pense pas que nous nous réveillerons. Certains vont se réveiller, mais est-ce que la communauté va se réveiller et va trouver la force de se souder ? C'est une inconnue pour moi. En tout cas, je n'en vois pas les prémices aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait dire que j'ai le sentiment qu'on va prendre le mur assez violemment. Et c'est normal, je veux dire, on s'y attend depuis longtemps.
On est dans une dette qui est exponentielle, qui va de plus en plus vite. Pour pouvoir satisfaire cette dette, eh bien, on exerce une pression qui est quasi impossible sur la Terre, puisque la seule façon de ne pas se prendre le mur pour l'instant, ben, c'est de courir plus vite que la dette. Et donc, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire vider la Terre de ses ressources pour en faire des produits qui sont vendus et qui vont se détériorer très rapidement et faire des déchets. Donc, on voit la pression écologique que ça exerce sur la Terre. Donc, il n'y a pas nécessairement d'avenir par rapport à cela, et à un moment donné, on n'arrivera plus à courir plus vite que tout cela, et on va se prendre le mur très violemment, parce que la vitesse est telle que, je veux dire, si on se prend un mur, ça fera très mal, et les dégâts sont excessivement importants. Et qui va payer? Ben, je veux dire, c'est la masse des gens, c'est nous, je veux dire, hein, de manière très claire. Les autres, je pense, les quelques-uns à qui ça profite, seront probablement très à l'abri. En tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à le concevoir. Donc, que faire par rapport à ça? Donc, en tant que groupe humain, je pense qu'on va se prendre le mur. Il y a un déterminisme historique, et on va aller à notre déterminisme historique, parce qu'en tant que groupe, on n'a pas la sagesse de s'en sortir, de nous entendre. Ça fait trop longtemps qu'on est en compétition les uns par rapport aux autres. On ne sait plus comment faire pour vivre en harmonie, pour être pour être une partie d'un tout. Nous ne voulons plus être une partie d'un tout. Nous voulons être un tout nous-mêmes. Et donc on ne sait plus comment ça fonctionne, on ne sait plus trouver sa place, on n'a plus l'humilité qu'il faut, on ne sait pas baisser la tête par rapport à cela. Alors à côté de ça, oui, il y en a quelques-uns à titre individuel qui s'en sortiront peut-être, soit parce qu'ils sortiront du système, soit parce qu'ils prendront des dispositions qui tenteront de les préserver, ou en tout cas qui tenteront d'amortir le choc d'une manière ou d'une autre. Mais ce que collectivement nous allons être amenés à devoir vivre sera probablement terrible. Et ce n'est peut-être pas si loin. Je veux dire, comme vous savez, je suis souvent à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui se dit. Et j'observe une chose, c'est que les économistes parlent de plus en plus, et de manière de plus en plus claire, de plus en plus assumée, de grands resets. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a différentes explications qui peuvent être apportées, mais d'une manière ou d'une autre, au bout du compte, ce sont quand même des changements excessivement profonds, avec des conséquences qui sont terribles pour chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Alors certains verront ça d'un œil très favorable, d'autres vont le voir de manière assez négative. C'est peut-être un peu plus mon cas. C'est vrai qu'il y a toujours moyen de présenter de manière suffisante les choses, et si on ne les présentait pas de manière suffisante, on ne les accepterait pas. Mais chaque fois que nous acceptons quelque chose, j'ai le sentiment que c'est le piège qui se resserre de plus en plus autour de nous, jusqu'au moment où on sera vraiment dans la nasse et on ne pourra plus en sortir. Comme la civilisation aujourd'hui est quasiment mondiale, en sortir va être excessivement compliqué. Donc je pense qu'il y a un déterminisme historique que nous allons devoir vivre d'une manière probablement violente. Si pas la violence des armes, parce que je ne suis pas nécessairement occupé à parler de ça, ce sera violente au niveau de nos émotions, au niveau de ce on sera amené à vivre, au niveau de nos incertitudes, de nos peurs, du fait de se sentir perdu, de ne plus savoir se situer, de ne plus savoir dans quel jeu on joue, d'être en perte de repères. Parce que c'est vrai qu'on va vers autre chose, mais cette autre chose, nous ne le connaissons pas. On peut peut-être commencer à le circonscrire, mais on ne sait pas comment il fonctionne, on n'a jamais fonctionné dedans, on n'a pas trouvé notre équilibre dedans. Donc on est en plein changement, dans un changement forcé, on ne l'a pas demandé. En plus de ça, c'est un changement qui est à la fois non volontaire, on n'a pas demandé à changer, donc il nous est imposé. On est dans un changement imposé, et en même temps, c'est un changement qui est rapide. Donc c'est la pire des situations de changement qu'on pourrait imaginer. Donc on n'est pas dans un changement volontaire progressif, on est dans un changement qui est imposé et rapide. Donc c'est ce qui est le plus difficile à gérer, et je ne sais même pas si nous sommes à la gestion de cela. Quand je regarde les dirigeants, quel que soit le pays du monde, ceci dit, j'ai le sentiment qu'ils courent pour tenter de rattraper l'histoire et ce qui se passe devant leurs yeux, mais ils sont toujours en retard. Et quand ils ont l'impression qu'ils ont rattrapé les choses, le convoi est déjà reparti plus loin, et à nouveau, ils ont repris du retard. Si pour prendre un terme d'échec, on a les noirs.
Donc c'est pas nous qui avons l'initiative du jeu. En tout cas, nous n'avons pas pu reprendre cette initiative. Et donc c'est clairement les Blancs qui continuent à prendre l'initiative et à avancer. Et nous ne faisons que répondre à la situation. Nous n'avons pas de nouveau paradigme à proposer. Nous ne nous organisons pas pour faire autre chose. Nous ne levons pas pour dire non. Notre pire ennemi, je pense, aujourd'hui, c'est la peur. Nous sommes des peuples qui avons peur, nous sommes des gens qui avons peur, et nous assumons nos peurs, nous trouvons même ça très bien d'avoir peur. Et aujourd'hui, c'est la peur qui nous enfonce. Et ça va à un tel point que ce sont les gens qui ont peur qui terrorisent les gens qui n'ont pas peur et qui pourraient être une planche de salut pour la société. Dernière information en date que je viens de croiser, qui était issue d'un journal télévisé en France, je pense, où on nous apprend que le syndicat, je vais l'appeler comme ça, hein, l'IATA, donc on va dire que c'est l'association des avionneurs qui regroupe apparemment à peu près 80% des compagnies aériennes, ont décidé de mettre en place un passeport sanitaire. Donc on est prié d'avoir avec soi ces données médicales, en tout cas concernant le Covid, si on était vacciné, pas vacciné, si on a fait des tests, quels étaient les résultats des tests, etc. Donc déjà une de nos libertés qui était le secret médical est occupée à voler en éclats. Et puis si les compagnies aériennes, pour l'essentiel, ne se sont pas prononcées sur le fait qu'elles accepteraient ou pas de transporter des gens qui soient non vaccinés, certaines compagnies aériennes ont déjà clairement dit qu'elles n'accepteraient personne qui est de non vacciné dans ces avions. Or, le vaccin est censé être en principe quelque chose de libre. Je veux dire, la conception que nous avons généralement de notre personne, c'est que c'est notre être, c'est notre personne, nous en disposons comme nous le souhaitons. Je veux dire, c'est à nous à décider pour nous-mêmes ce que nous voulons faire ou pas. L'État se montre aligné par rapport à ça en disant oui, il y a une vaccination qui est organisée, mais elle est libre. Et au bout du compte, finalement, c'est le citoyen, et ici, à travers le monde économique, qui décide d'être... je veux dire, d'imposer, disons, une certaine forme de tyrannie que l'État n'a pas imposée. L'État, ou en tout cas le monde, s'est contenté de mettre en place les conditions pour que ces choses arrivent. Et finalement, nous sommes occupés nous-mêmes à faire notre propre malheur. Les peurs qui sont les nôtres nous poussent, et notre irrationalité aussi pour beaucoup, me semble-t-il, nous poussent finalement aujourd'hui à prendre des mesures qui sont des mesures démesurées, me semble-t-il, qui dépassent en tout cas les normes. Et plus le temps passe, et je trouve que ça va à une vitesse effrénée, plus j'observe que nous perdons des libertés individuelles. Et ce terrorisme ne vient pas nécessairement de l'État, ce terrorisme est exercé par nos propres concitoyens, ceux qui ont peur, et ce sont des choses qu'on a vues de tout temps. Peut-être qu'on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, peut-être que ça s'est déjà passé, des gens qui iront jusqu'à tuer en rue quelqu'un parce qu'il n'est pas vacciné ou parce qu'il ne porte pas ou mal le masque et que cette personne a peur pour elle-même et sa santé et qu'elle veut imposer à tout le monde des mesures sanitaires simplement parce que ça rassure sa peur. Une peur qui a été largement distillée par les médias, par les États, etc. Fallait-il le faire? Fallait-il pas le faire? Bon, en début, je pense que oui, c'est normal que quand quelque chose arrive, qu'on fasse acte de prudence. Mais là, maintenant, on commence à prendre du recul. Le problème avec ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que j'observe un peu partout dans le monde, c'est qu'il n'y a plus de débat possible. S'il n'y a pas de débat, ça veut dire qu'on n'est plus dans des démocraties. Alors, les démocraties se sont mises en pause. Elles ont déclaré des états d'exception. Enfin, chacun a trouvé le vocabulaire qui allait. Mais il n'y a plus de débat. Je veux dire, il y a bien des tentatives de débat. Si on regarde ce qui se passe en France, il y a des tentatives de débat, mais on tente de les museler. Il y a la voix du gouvernement, de l'autorité, et puis les voix dissonantes, même si ce sont de grands savants, etc., sont marginalisées, ridiculisées, jetées aux ordures. Et de toute façon, ce que l'État a décidé qu'il y aurait, il y a. Il est compliqué aujourd'hui, voire impossible, de pouvoir, évidemment via ses élus, aller interroger un Premier ministre en disant « Ok, monsieur le Premier ministre, vous prenez telle décision pour le peuple,
sur base de quoi la prenez-vous? Ah, ok, sur base de tel et tel critère. En même temps, avez-vous conscience que telle autre personne qui est savant aussi, qui a aussi tel diplôme, qui a fait telle chose, etc., a un avis contraire ou différent? N'avez-vous tenu compte? Pourquoi avoir choisi cette opinion plutôt qu'une autre, etc., etc., etc. Donc il n'y a plus du tout de débat. Donc on n'arrive plus à, quelque part, à naviguer de manière équilibrée. On va toujours dans le sens de la peur et donc de répondre et de satisfaire à la peur, enfin aux exigences de la peur, tout en continuant à nourrir la peur. En présentant des nombres de morts, en présentant, je vois sur certaines chaînes de télévision, on nous présente des clips vidéo où on nous montre que si on fait des câlins à papy ou à mamie, ben papy ou mamie va mourir à l'hôpital du Covid demain, et que c'est nous qui l'aurons tué. Donc en plus de ça, on nous culpabilise, etc. Est-ce vraiment comme ça que nous souhaitons avancer ? Or, si c'est pas ça que nous voulons, on devrait avec dignité, sans violence, hein, c'est pas le propos, mais on devrait avec dignité pouvoir se lever en tant que peuple et dire à un moment donné non, c'est pas ce que nous souhaitons. Si nous regardons les conséquences de ce qui s'est passé, ben, nous avons détruit nos économies, de ce que j'observe. Combien de petits commerces, de petites entreprises ont dû fermer? Combien de personnes se sont retrouvées en précarité à cause de ça parce qu'ils n'ont plus d'emploi? Les grosses structures, qui étaient peut-être mieux organisées, qui avaient plus de moyens et qui étaient probablement très utiles quand on a vécu, disons, les moments de confinement, s'en sont sortis et ont même progressé. Donc, on a le sentiment que l'avenir se dessine de plus en plus vers les gros conglomérats, vers les grosses entreprises, les grosses industries, très organisées, très procédurées, très contrôlées. Mais le petit artisan, le petit épicier du coin, tout ça, ben, beaucoup ont dû fermer, beaucoup ont été en difficulté. Et ça ne va pas nécessairement aller en s'améliorant, je pense. Côté travail, je pense qu'on va devoir continuer à travailler à distance. Je pense que le confinement nous a prouvé, et a prouvé s'il le fallait, que travailler à distance était possible. Beaucoup d'entreprises ont investi, et surtout les grosses entreprises ont investi massivement dans la capacité à travailler à distance. Donc si elles ont investi de cette façon-là, c'est pas pour défaire ce qu'elles ont construit au sortir du confinement. En plus de ça, c'est avantageuse pour elles en termes financiers, puisque si les 2 tiers du personnel travaillent à distance, eh bien c'est 2 tiers du bureau en moins, 2 tiers de mètres carrés en moins, 2 tiers d'électricité en moins, 2 tiers d'eau en moins, 2 tiers de gardiennage en moins. Ce sont de fameuses économies finalement. Et puis on dira quand même au passage, ben tiens, il y a aussi des avantages pour l'employé parce qu'il a un meilleur confort de vie, il est auprès de sa famille, il peut se lever quand il veut, faire le travail comme il a envie, quand il a envie, il n'a plus un chef sur le dos, il acquiert donc une grande autonomie. Oui, c'est vrai aussi, il y a quelques avantages, mais enfin après ça, reste à voir si les avantages emportent sur les inconvénients. Et par rapport à tout ça, il y a débat, hein, je suis assez ouvert, mais on est occupé de construire une société pour laquelle on n'a pas été consulté, on n'a pas réfléchi, et en fait nous sommes en réaction face à des situations qu'on nous met en place. En fait, on est dans un vieux phénomène, me semble-t-il, qui est un phénomène d'action, réaction, solution. En fait, j'ai le sentiment que le capitalisme est arrivé au bout de sa logique, comme on le voyait. Et le bout de sa logique, si on va vraiment au bout de la logique du capitalisme, c'est de dire quoi? Ben, si nous sommes de fait des ressources humaines, puisque c'est là où on a commencé notre conversation ce soir, si nous sommes des ressources humaines, ça veut donc dire que nous sommes juste de la marchandise. Point barre. Si je vais au bout de la réflexion économique, pourquoi devrais-je payer pour des ressources qui ne me servent pas? Je veux dire, quand j'ai une vieille machine dans mon entreprise, soit je la jette s'il est vraiment obsolète, et entre-temps, ben, j'aurais récupéré son montant à travers les provisions que j'aurais pu faire comptablement, donc j'aurais reconstitué le capital, donc j'aurais récupéré le prix de la machine, ou je peux même faire mieux, je peux la revendre, comme ça je fais rentrer de l'argent en plus, mais je me débarrasse d'un coup, il n'y a pas de raison de payer des mètres carrés, du gardiennage, de l'entretien pour des machines que je n'utilise plus. Pourquoi devrais-je faire ça pour des ressources, pour d'autres ressources, au simple fait qu'elles, simplement parce qu'elles seraient des ressources humaines? Il n'y a pas de raison. Donc, si je peux me débarrasser des humains qui sont juste des bouches inutiles, qui me coûtent de l'argent pour rien, parce que je dois quand même payer à leur subsistance et à leur bien-être à travers mes impôts,
Si je peux m'en débarrasser, c'est autant d'économies en plus, c'est autant d'argent en plus dans ma poche, donc débarrassons-nous-en. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. Quand on regarde ce qui s'est passé en France, et apparemment ça n'a pas l'air d'être un secret, avec le Rivotril, je pense, en tout cas il y avait une substance, je crois que c'est ça, dans les EHPAD, on a quand même euthanasié, ça sont mes mots à moi, mais on a quand même euthanasié pas mal de personnes âgées. Personnes âgées d'ailleurs que les plus jeunes avaient parqué, pour des raisons de commodité, de tranquillité, etc. Donc on a parqué des vieux dans des EHPAD, et puis à un moment donné, c'est des bouches inutiles à nourrir, elles ne servent à personne, on ne vient même plus les voir, elles sont un petit peu malades, elles souffrent un petit peu, écoutez, on va vous soulager, et on les a tuées ainsi, mais c'est autant de bouches en moins à nourrir, c'est des budgets qui sont récupérés sur les budgets de sécurité sociale, etc., etc., etc. Bon, une fois qu'on aura éliminé tous les vieux, donc tous ceux qui ne servent à rien, il y a toutes les personnes qui seront en surnombre par rapport au travail disponible. Je l'avais dit tout à l'heure, je pense, en citant Bernard Stiegler, du travail, il y en aura toujours, c'est de l'emploi qui aura de moins en moins. De plus en plus d'emplois sont remplacés par les machines, par les ordinateurs, etc. Alors il y a des choses que l'ordinateur ou la machine ne fera peut-être jamais, mais beaucoup de choses peuvent être faites par la machine aujourd'hui. Et donc on aura besoin de moins en moins d'emplois. En tout cas, beaucoup d'observateurs et d'analystes semblent avancer dans ce sens, en tout cas le prédire, et c'était le cas de Bernard Stiegler. Donc, à nouveau, une flopée de bouches inutiles à nourrir, qu'est-ce qu'on va faire avec eux ? Gros problème. Après ça, quand on écoute le monde économique, on parle de grand reset, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, le monde économique aujourd'hui, quand on regarde et qu'on lit ce qui se passe, est en pleine réflexion, parce qu'elle est arrivée un petit peu au bout de ce qu'elle pouvait faire pour continuer à faire tourner l'outil industriel, et donc continuer à s'enrichir. L'enrichissement se fait évidemment avec la circulation de l'argent. Et donc pour ça, il faut avoir des choses à vendre, il faut produire des choses, etc. À un moment donné, elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire. On a eu l'obsolescence programmée, donc, où nous avons eu des ingénieurs qui ont travaillé pour savoir au bout de combien de temps les machines ou les outils qu'on nous vendait pouvaient mourir, devenir obsolètes. Et ils calculent et ils travaillent cela. À titre d'exemple, c'est un vieil exemple, dans certaines voitures, donc elles étaient garanties durant 6 ans pour des raisons de compétitivité sur les marchés et d'arguments commerciaux, mais au bout de la 6e année, il fallait qu'elles puissent pourrir sur pied et de façon à obliger la personne à racheter une nouvelle voiture. Donc c'était terminé. Des voitures, comme on avait dans le temps les Mercedes, qui pouvaient durer... moi je vis au Maroc, il y a ce qu'on appelle les grands taxis, ce sont des vieux Mercedes qui ont 30 ou 40 ans, ils sont toujours debout, ils roulent toujours. Je ne dis pas qu'ils sont luxueux, mais ils ont l'air increvables. Donc, on construisait solide. Donc, ça, c'est terminé aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils faisaient, ils mettaient des éponges dans les portières, et puis ces éponges, avec le temps, se gorgent d'eau. Et puis, comme c'est bourré d'eau et que l'eau est toujours présente, ça commence à faire rouiller le véhicule de l'intérieur. Puis, à un moment donné, la rouille est tellement présente que quand elle perce finalement la carrosserie, c'est tellement loin, c'est trop tard, il n'y a plus grand-chose à faire. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Parfois, sur de l'électroménager, c'est une petite pièce de rien du tout, mais qui malheureusement va casser et va faire en sorte qu'elle est irremplaçable et qui fait qu'on est obligé de jeter tout l'appareil pour en acheter un nouveau. Donc c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Donc l'industrie est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire à travers l'obsolescence programmée et maintenant les réflexions se portent très sérieusement sur autre chose qui est le fait qu'on ne va plus jamais rien vous vendre. C'est en ce sens qu'on ne va plus jamais vous vendre quelque chose dont vous allez acquérir la propriété. Ce qu'on va faire dorénavant, c'est vous louer les choses, de façon à ce que vous payiez un loyer. Et après ça, que cette chose, elle continue à exister, ou bien qu'elle soit cassée, abîmée, qu'on doive la remplacer, vous continuez à payer un loyer pour ça. Et donc, il y a de l'argent qui rentre régulièrement dans l'entreprise, et le volant économique continue à tourner. Puisqu'on ne peut plus vous forcer à vendre, on ne peut plus aller plus vite dans la génération de l'argent, à travers le fait de faire mourir, disons, les équipements que vous achetez à des moments programmés. On ne peut pas faire mieux que ça. Eh bien, l'avenir se dessine de plus en plus en termes justement de location. Et donc, nous ne posséderons plus rien, on nous louera tout et on devra payer. Et puis le jour où on n'aura plus d'argent,
c'est là que les ennuis commenceront probablement. Donc nous n'aurons plus nos maisons, nous n'aurons plus nos télévisions, nous n'aurons plus nos voitures, tout ça nous sera loué. Et lorsqu'on regarde le Grand Reset, en tout cas certaines personnes qui en parlent de la même façon. Puisque qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, à travers le Grand Reset, on va remettre toutes les dettes à zéro. Mais ça veut dire aussi qu'on va tout renationaliser. Je veux dire, tout ce que vous possédez, vous ne le possédez plus, et puis il vous est loué, il vous est prêté, etc. Donc, je ne sais pas vers quel monde on va, je veux dire, et puis quelle forme de citoyenneté ça peut être, où tous les objets, ou les objets du quotidien ne nous appartiennent plus et sont des choses qui nous sont louées. Bon, après ça, il faudra voir dans quelle mesure les choses vont se faire, qu'en sera-t-il des petites choses, etc. Mais il y a une tendance qui est là. Je disais tout à l'heure qu'on a détruit nos sociétés. Il y a une chose aussi à laquelle il faut s'attendre, semble-t-il, et il y a pas mal d'alertes pour l'instant qui se font en ce sens-là, lorsque j'écoute les uns et les autres. Il y a beaucoup d'alertes par rapport à la nourriture. Avec le confinement, clairement, les récoltes n'ont pas été faites, ou pas suffisamment, et il y a des alertes par rapport à la nourriture, et avec des crises prévues, on appelle ça encore maintenant, des crises de famine, enfin avec des famines prévues. Alors elles sont prévues en 2021, si pas au début de l'année, probablement déjà au printemps. Il y a déjà eu des alertes sur les blés il y a très longtemps, donc les blés n'ont pas été ramassés en suffisance. Alors certains pays ont fait des réserves suffisantes, d'autres probablement pas. En tout cas, il n'y a pas suffisamment de blé sur les marchés. Donc de deux choses une, ou même d'ailleurs les deux choses arriveront probablement. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une forte augmentation du prix des blés. Et ça veut dire aussi qu'il y aura de moins en moins de pain qui seront vendus. Or, si on regarde bien, toutes les révolutions ces derniers temps, ces derniers siècles, pas mal de révolutions en tout cas, ont démarré le jour où il n'y avait plus de pain. Alors il n'y a pas que le pain qui est concerné, je veux dire toutes les denrées probablement sont concernées. Donc il faut s'attendre probablement à une nourriture de plus en plus chère, face à une population de plus en plus pauvre, puisque beaucoup perdent leur emploi, avec la fermeture des entreprises, des industries, les pertes d'emploi, etc. D'autres, beaucoup de gens qui travaillent encore, on leur demande de se serrer la ceinture, de faire des efforts, de jouer la solidarité, parce qu'il y a les objectifs de l'entreprise à tenir. Mais j'observe ça dans beaucoup de grandes entreprises. Ce qui me paraît scandaleux, c'est que en fait, les objectifs de début d'année restent inchangés. Si l'entreprise a décidé qu'il fallait faire une croissance de 10%, cette croissance doit être au rendez-vous. Qu'il y ait eu confinement ou pas, il faut sortir le résultat. En tout cas, un certain nombre d'entreprises fonctionnent comme ça. Et on coupe dans tous les budgets. On demande au personnel de se serrer la ceinture au nom de l'entreprise pour qu'il puisse survivre. Et au bout du compte, les dividendes seront versés grassement, probablement, aux gens qui ont la chance de posséder les actions de l'entreprise en question. Des scandales comme ça, il y en a plein. Il suffit d'écouter sur Internet, et c'est parfois très officiel, puisqu'ils sont portés par des syndicats, par des partis politiques, etc., entre autres en France, où des aides ont été offertes aux entreprises, et ces aides, finalement, se sont retrouvées dans les dividendes qui ont été offerts aux actionnaires. Elles n'ont pas du tout été destinées, finalement, à maintenir l'emploi, à développer l'emploi, à offrir du confort, aux travailleurs, etc. Donc, la ressource humaine que nous sommes jamais qu'un produit. Nous sommes économiquement considérés comme une chose, me semble-t-il. Ça paraît très abject. Alors on pourrait dire oui, mais on va de plus en plus vers des managements qui sont de plus en plus humains, etc. Oui, c'est exact. D'ailleurs, je fais partie des gens qui enseignent un management qui est plus humain. Mais en même temps, si ma conception des choses par rapport à cela repose sur l'idée de vraiment faire du bien et peut-être d'accompagner les gens vers du changement, malheureusement, ces enseignements sont souvent détournés, juste parce que les mêmes outils et les mêmes comportements peuvent être utilisés pour aller vers une plus grande productivité. Si on est humain avec nous, c'est juste pour nous faire produire plus. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans les entreprises où certaines entreprises ont mis en place ce qu'on appelle les happiness managers.
des managers qui étaient là pour faire notre bonheur, pour rendre les choses fun, pour nous amuser, pour faire un team building à gauche, pour faire un truc fun à droite, pour mettre un concours, enfin je sais pas, il y a plein de choses, amener des ballons, on fêtait des anniversaires, on ferait le croissant le matin, enfin voilà, tout pour notre bonheur. Mais pourquoi? Je veux dire, le seul but était de nous rendre plus productifs au travail, tout simplement. Et cela s'est fait en nous dépossédant de quelque chose qui nous appartient en principe à nous seuls, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un choix, c'est moi qui dois choisir d'être heureux. À partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui est en charge de ce bonheur, ça veut dire que ce bonheur ne m'appartient plus, je n'en suis plus responsable, je ne fournis plus d'efforts par rapport à ça, et c'est aux autres à devoir me rendre heureux, chose qui est quasiment impossible en fait si on regarde bien. Et donc, c'est pour ça que je me suis toujours opposé à l'idée de ces happiness managers, qui m'ont toujours paru être une folie pure. Et d'ailleurs, le jour où ce sera plus rentable, parce que pour aller vers des niveaux de bonheur de plus en plus élevés, il va falloir frapper de plus en plus fort, faire des choses de plus en plus grandioses, et donc qui coûtent plus cher. Donc à un moment donné, le coût de l'opération happiness des opérations happiness, on va dire, menées par le happiness manager, sera plus important que ce que ça rapporte en termes d'amélioration de productivité. Donc que va faire l'entreprise? Elle va couper dans ce coût. On va se retrouver face à du personnel complètement dépossédé de sa responsabilité par rapport au bonheur et de un personnel qui ait pris conscience du fait que le bonheur était un choix et que c'est un choix qu'il pouvait poser. Et donc on va avoir des gens en profonde dépression qui vont aller courir, qu'on va récupérer dans les cabinets de coaching, peut-être chez les psychiatres, les psychologues, que sais-je, ou qui vont se suicider parce qu'ils n'auront pas les moyens de quoi que ce soit, évidemment. En tout cas, on va aller vers des crises profondes, simplement parce que les gens ont été dépossédés de la responsabilité de leur bien-être et de leur bonheur, parce que ça a été mis à un moment donné entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc voilà peut-être une bonne idée à la base, qui est centrée exclusivement, me semble-t-il, sur la productivité. Et c'est ça le problème des entreprises, c'est qu'elles sont centrées sur la productivité. Alors je ne peux pas leur en vouloir, c'est leur façon de fonctionner, et elles ont besoin d'avoir des profils, là n'est pas la question. Mais en même temps, ce sont bien des hommes et des femmes qui les conduisent et qui y participent, et tout ce que nous vivons, nous, en tant que société humaine, toutes les dégradations que nous vivons, avec l'avènement par exemple des machines qui remplacent les humains, etc., c'est bien nous, je veux dire les ressources humaines, enfin certains membres des ressources humaines, qui les ont mis en place pour de l'argent, pour un salaire, parce qu'on lui a demandé. Et donc il y a énormément d'actions que nous menons parce qu'on a été payé pour ça, et qui en fait nous poussent à scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Alors peut-être que celui qui est occupé à scier la branche tombera peut-être le dernier, peut-être qu'il aura une belle maison, une belle voiture, etc. Et à titre personnel, il s'en sortira, et il se dit peut-être, après moi les mouches, et puis moi j'en profite, et tant pis pour les autres. Mais en fait, on n'a plus nécessairement conscience de ce qu'on est occupé à mettre en place, nous ne critiquons plus ou plus suffisamment ce qui nous est demandé, nous sommes devenus, me semble-t-il, très serviles. Nous avons peur de perdre notre emploi, cette peur nous pousse finalement à faire ce qui nous est demandé, et nous ne comprenons plus nécessairement ce qui nous est demandé, en tout cas les conséquences de ce qui nous est demandé. Et je pense que les conséquences sont dramatiques. Et en fait, c'est cet aveuglement qui nous a amenés probablement là où nous sommes aujourd'hui. Nous aurions dû réagir probablement beaucoup plus tôt, et avoir un dialogue différent avec nos entreprises, avec le monde économique, à nouveau dans la gentillesse, la bienveillance, le respect, mais en même temps la détermination. On aurait dû re-questionner un certain nombre de choses, on aurait peut-être dû en masse refuser de faire un certain nombre de choses, aller sur certaines technologies ou opérer certains changements dans le monde économique, ou alors de conditionner ces changements à des changements sociétaux. Et c'est à ça que j'invite les étudiants d'ailleurs quand je travaille avec eux, c'est de dire voilà, le scope est le suivant. Je peux juste visualiser le scope. Après ça, où on va aller se placer, c'est un choix qu'on doit faire ensemble. Soit on retourne, je veux dire, au début de l'industrialisation, où c'est le travail humain qui crée la valeur, et donc, ce qui est toujours le système d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est la redistribution des richesses se fait en fonction du temps de travail. Et donc il fallait de plus en plus de temps de travail pour créer de plus en plus de richesses. Mais avec la mécanisation, on a brisé ce cercle vertueux. On a continué à redistribuer les richesses en fonction du temps de travail, mais on crée de plus en plus de richesses avec de moins en moins de travail.
Puis à un moment donné, dans les années 2000, me semble-t-il, ou 90, 2000, quelque chose comme ça a même été pire à un moment donné, et ça l'est peut-être encore assez largement aujourd'hui. Ce n'est même plus le travail qui a créé la richesse ou l'argent, c'est l'argent qui a créé l'argent, avec toutes les bulles, les spéculations, etc. Donc, et cet argent-là n'est pas redistribué non plus. Ces richesses ne sont pas redistribuées. C'est pas que je sois nostalgique d'un quelconque socialisme, hein, loin s'en faut, c'est pas du tout le propos. Mais donc en tout cas, on a cette situation de départ où le cercle était encore vertueux, et puis à l'autre bout du spectre, on a quoi? On a la société totalement automatique, les robots s'occupent quasiment de tout, l'emploi se fait rare, bon, il y a du travail mais l'emploi se fait rare. Très bien, ok, on peut aller vers cette société-là, j'ai pas de problème, à condition que en tant que société, on définisse de nouveaux modes de fonctionnement en société, de nouveaux modes d'échange en société. A-t-on besoin d'argent? N'a-t-on plus besoin d'argent? Si on a besoin d'argent, doit-on aller sur un revenu universel ou pas? Quels sont les avantages et les inconvénients? Est-il suffisant? Et même si nous trouvons des solutions économiques par rapport à ces questions, il restera toujours une question fondamentale. Est-ce que l'humain est fait pour ne rien faire? Est-ce que l'humain est fait pour ne rien produire de significatif ou d'important dans sa vie? Finalement, quel est le sens de la vie? Je veux dire, si la vie devient une vie, disons, d'oisiveté, de loisirs, d'attente, je ne sais pas. Donc, il y a vraiment des questions, et donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a à ce moment-là une société imaginée et à construire. Le problème, c'est qu'on n'a pas le vocabulaire pour ça. Nos hommes politiques n'ont pas le vocabulaire qui permettrait de commencer à réfléchir à ça. Certains philosophes, certains savants travaillent dessus, les grandes entreprises, d'ailleurs nous disent-ils, travaillent également dessus, en grand secret, parce qu'évidemment, c'est pas des choses qui doivent se savoir, semble-t-il, dans le public, parce que ça créerait des peurs au sein du public qui précipiterait peut-être les choses et les priverait de leurs revenus actuels. Mais ce sont des choses qui sont à travailler. Et si nous ne prenons pas la décision de travailler dessus, ce sera terrible. Donc voilà un petit peu toutes ces réflexions pour ce soir. Bon, ça fait déjà 40 minutes ou 41 minutes que nous sommes ensemble presque. Je ne vais pas nécessairement aller plus loin. Donc tout ça s'est enchaîné d'une simple réflexion qui était à la base la question des ressources humaines. C'est à partir du moment où nous n'avons plus été un bloc, c'est très symbolique, hein, ou un ensemble de blocs, mais en tout cas des masses suffisantes qui pouvaient avoir un poids suffisant pour discuter un peu d'égal à égal avec le monde économique. À partir du moment où nous sommes divisés à travers la compétition, le chacun pour soi, l'individualisme, c'est à partir de ce moment-là qu'un marché des ressources humaines a été possible grâce à cette compétition qui s'est installée. Donc grâce à ça, on a pu faire baisser les prix parce qu'on a fait jouer les lois du marché. Comme le travail se raréfie, les prix auxquels les gens sont prêts disons, de donner leur force de travail baisse également, dans l'espoir de pouvoir avoir un boulot. Et donc, nous sommes tous occupés à payer un lourd tribut, finalement, de ce manque de solidarité, de notre incapacité à pouvoir vivre et nous entendre tous ensemble. Chacun a tendance à vouloir voir le monde à sa façon, de son côté. Chacun cherche à tirer la couverture à lui. Beaucoup considèrent aujourd'hui que c'est très humain. Je ne suis pas certain de ça. En fait, ça nous servira peut-être de conclusion. On parle souvent de Darwin et du darwinisme. Et la pensée de nos sociétés, qui est largement fondée sur ce que l'on comprend en tout cas de Darwin, veut que c'est le plus fort qui survit. C'est comme ça souvent qu'on énonce les choses derrière. Pour Darwin, en tout cas pour les gens qui adoptent la vision supposée de Darwin, dans la nature, c'est le plus fort qui survit. Et en fait, aujourd'hui, la science est complètement revenue là-dessus. Je veux dire, les observations scientifiques par rapport à cela disent complètement le contraire. En fait, aujourd'hui, les gens qui survivent dans la nature, enfin, en tout cas, les espèces qui survivent dans la nature sont les espèces qui collaborent. Et aujourd'hui, c'est vraiment le nouveau paradigme, en tout cas au niveau de la science, c'est cette collaboration qui semble être au cœur vraiment de la survie des espèces, et qu'on le veuille ou non, nous sommes une espèce, j'ai envie de dire, même si on est un peu différente des autres, et je dis bien différente, je ne dis pas ni mieux ni moins bien, je n'apporte pas un jugement de valeur par rapport à ça, chacun pourra
avoir son avis sur la question. Et donc, si on parle de collaboration, on parle nécessairement d'être un groupe, d'être unis, d'être dans l'écoute, d'être dans le partage, d'être dans la co-construction, de pouvoir baisser la tête, de considérer que nous ne savons pas tout, que nous n'avons pas tout, d'apporter humblement sa pierre à l'édifice. C'est vraiment ça qui forme les groupes. Alors bien sûr, les groupes peuvent être structurés, avec un chef, avec toute une hiérarchie. Nos groupes humains aussi le sont. D'ailleurs, si on va du côté de la spiritualité, elle ne dit pas autre chose en islam, par exemple, puisqu'il y a des hadiths qui nous expliquent que, par exemple, en voyage, même si on n'est que 3, il y en a nécessairement un qui est le chef, même si on n'est que 2. Donc il y a toujours une hiérarchie qui s'installe d'une manière ou d'une autre, c'est une façon d'avancer, mais en tout cas ce sont des groupes humains qui s'organisent et qui collaborent. Donc la survie des espèces passe par la collaboration. Je pense que nous sommes amenés pour l'instant, et c'est ce que nous vivons déjà aujourd'hui, et ça pourrait s'empirer, je le crains, nous sommes amenés, ou nous sommes occupés à vivre des moments très difficiles. Et une des choses que fait les politiques qui sont mises en place, que font les politiques qui sont mises en place, c'est de nous séparer par la distanciation sociale, par le port du masque, par plein de choses. Donc on est dans ces distanciations, et donc ça ne fait que renforcer en quelque part l'individualisme. Un individualisme qui est d'ailleurs nourri également par les peurs. Donc j'ai peur de l'autre, donc je me recentre sur moi-même, je me protège moi, ma famille, l'autre est un danger, l'autre est un ennemi, et donc on est loin de mettre en place les conditions d'une collaboration. Et c'est ça qui me faisait penser tout à l'heure et qui continue à me faire penser aujourd'hui que je crains qu'on aille vers notre déterminisme historique et qu'il n'y ait pas beaucoup de salut pour nous. Je veux dire, on va être amené à se prendre le mur violemment, aller au bout du bout de ce qui est à vivre. Et puis après ça, il y aura peut-être une renaissance et on redémarrera. D'où, je ne sais pas. Dans quelles conditions, je ne sais pas non plus. Mais apparemment, on doit aller au bout de cette histoire et payer ce qu'on a payé. De toute façon, je dis souvent, c'est ce que j'enseigne. Nous pouvons poser tous les choix que nous voulons. La seule chose que nous ne puissions pas faire, c'est de nous départir des conséquences de nos choix. Qu'on le veuille ou non, nous avons posé des choix. Nous sommes co-responsables de cette situation. Quand nous allons élire des gens pour former un gouvernement, pour former un parlement, etc., eh bien, c'est prendre la responsabilité de ce que ces gens vont faire en notre nom. C'est bien ça le sens de la démocratie et de la manière dont il fonctionne. Nous sommes donc responsables de ça, ou en tout cas ils se sont arrangés pour que nous gardions la responsabilité de ce qu'ils décident de faire en notre nom. Les confinements, les distanciations sociales sont prises en notre nom, même si nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous sommes responsables de cela pour avoir mis un bulletin dans l'urne d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas occupé à dire qu'il y a un parti qui serait meilleur qu'un autre, etc. Ce n'est pas mon propos, mais c'est simplement la mécanique elle-même de la votation qui nous rend responsables de ce qu'ils font en notre nom. Nous ne pouvons pas nous départir de notre part de responsabilité. Et puis, jamais nous nous sommes levés pour véritablement dire, avec gentillesse, bienveillance, respect et détermination, non. Mon propos n'est jamais de dire qu'il y a qui que ce soit renversé, mais mon propos est plutôt de dire qu'il y a peut-être des dialogues à réinstaller et des débats à avoir, et puis surtout des décisions peut-être à prendre plus en commun, de manière peut-être plus sage, en écoutant les uns et les autres, en écoutant ce qu'ils ont à nous apprendre et nous apporter. Et puis c'est vrai que parfois il y a des décisions difficiles à prendre, c'est vrai. Ce sont vraiment des cas qui sont des cas moraux. J'ai été exposé à cela, non pas à titre personnel, mais parce que j'étais au cœur de ce débat à un moment donné dans le cadre d'une mission en France, en tant que consultant, dans le cadre de ce qu'on appelle en France la T2A, donc la tarification à l'activité. Donc c'est à un moment donné, l'État français, comme beaucoup d'États d'ailleurs en Europe, ont décidé de ne plus financer la médecine et la santé à fonds perdu. Donc ils ont commencé à la financer en fonction de la qualité de leurs soins et donc leur qualité intrinsèque, leur performance intrinsèque. Donc l'idée, c'est pas de faire sortir le client le plus tôt possible, mais par contre, par rapport à une pathologie, on sait qu'il y a un minimum de temps et puis il y a un maximum de temps. Donc quand on est dans cette échelle-là, l'hôpital et la médecine reçoit les subventions de manière pleine et entière. Par contre, si on est
sur un temps qui est inférieur à ce temps minimum, ben, on considère que la personne n'a pas été correctement soignée, donc il n'a non plus qu'une fraction de l'aide. Et puis si on est au-delà de ça, ben, tout ce qui est au-delà est considéré aussi comme le fait qu'ils n'ont pas fait correctement leur travail. Donc c'est une conséquence et un coût trop important. Et donc là aussi, il y a une diminution qui se fait au niveau des subventions qui sont données au monde médical. Et donc, au bout du compte, quand on parle avec un médecin, ben, ou une infirmière, ou quelqu'un qui est dans le monde de la médecine, ben, je veux dire, son idéal à lui, c'est de sauver tout le monde, évidemment. Il est là pour sauver le moindre humain. Et pour cela, ben, lui, il a envie d'avoir des moyens infinis pour pouvoir le faire. Le problème, c'est que nous, en tant que société, à travers nos élus, ben, nous avons un budget qui dépend un peu des dépenses de l'État, de ce que l'État a pu collecter comme impôt, du PIB que nous avons pu générer tous ensemble l'année précédente. Et nous avons des choix à faire par rapport à l'allocation de ces budgets. Et donc, nous n'avons pas de budget infini pour la médecine. Nous avons donc, en tant que citoyens, enfin à travers nos élus, nous décidons que la médecine, donc le ministère de la Santé disposera d'autant d'argent. Et puis, il y a de l'argent à mettre dans les routes, il y a de l'argent à mettre dans les écoles, il y a de l'argent à mettre dans les administrations, etc., etc., etc. Donc il y a plein d'autres choses à financer. Et donc finalement, à un moment donné, les médecins sont là, en tout cas le monde de la santé est là, de voir, dire, voilà, comment puis-je utiliser de la manière la plus optimale cet argent. Et elle va devoir se regarder en face et puis regarder les pathologies. Il y a des pathologies qui sont fréquentes et pour lesquelles, évidemment, elle peut commencer à mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir les accueillir et puis guérir les gens, s'en occuper parce qu'elle a des moyens, parce qu'elle a les moyens adaptés, parce qu'elle a le matériel, parce qu'elle a les médicaments, etc. Et puis à côté de ça, il y a quelques maladies qui sont très très rares, qui sont très handicapantes, etc., qui réclameraient des moyens, mais les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir les soigner et les accompagner existent, mais sont hors prix, hors budget, où il n'y a plus d'argent pour ça. Et s'équiper pour ces maladies alors que la probabilité qu'elles émergent ou qu'elles arrivent sont excessivement rares, est un coût qui n'est pas supportable par la communauté ou par les établissements de soins. Et donc le médecin se retrouve dans une situation où, et j'ai énoncé la chose ainsi devant eux, où ils sont amenés à devoir décider qui va vivre et qui va mourir. Et c'est véritablement ça. En décidant sur quelle pathologie ils vont mettre les budgets qu'ils ont parce que ça va leur permettre de pouvoir aider un maximum de gens, ils choisissent en même temps les pathologies qui ne seront pas traitées et où la personne sera livrée à elle-même jusqu'au moment où, dans certains cas, elle sera amenée à décéder parce que sa pathologie n'est pas prise en charge et ne sera probablement jamais, non pas parce que la science ne le permet pas, mais parce que les budgets, l'argent dont dispose la santé pour pouvoir le faire ne le permettent pas tout simplement. Et c'est un choix qui est terrible. Je pense qu'on est allé d'ailleurs, on a continué à aller dans ce sens-là dans les réflexions avec le Covid aujourd'hui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, enfin, ce sont des choses que j'ai entendues également. Ça fait partie des réflexions qui ont peut-être poussé aussi à l'euthanasie, comme je le disais tout à l'heure, et c'est mon mot à moi, mais à l'euthanasie que nous avons appliquée, que nous avons infligée aux personnes âgées dans les EHPAD en France. Et peut-être dans d'autres endroits du monde aussi, parce que ce sont des gens qui ont déjà beaucoup vécu. Pourquoi consacrer des moyens pour tenter de les sauver eux? Ils ont eu leur vie, tantôt de sauver plutôt les plus jeunes, qui eux ont aussi peut-être droit à avoir une vie, et puis qui ont encore beaucoup de belles années à vivre. C'est vrai que nous avons une image très normée de ce que devrait être une vie. J'entendais quelqu'un qui se plaignait l'autre jour, enfin qui vivait un proche... à moi professionnellement, qui se plaignait qu'une personne était décédée à 30 ans, c'était trop jeune, et donc la personne qui m'en parlait était beaucoup sous le coup de l'émotion parce que cette personne n'a pas vécu, etc. La mort, elle arrive quand elle arrive. Alors, si on est musulman, nous croyons que nous avons tous un destin, que nous ne mourrons ni une seconde avant, ni une seconde après ce qui est prévu. Et puis, s'il est prévu de mourir à 30 ans, on mourra à 30 ans. S'il est prévu de mourir à 120 ans, on mourra à 120 ans. On ne pourra rien y faire, on ne pourra rien y changer. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des émotions pour ça. Je veux dire, c'est quoi la norme d'une vie? Après ça, il y a une vie, statistiquement, on peut définir une norme. On peut dire, voilà, de l'observation que nous en faisons,
à l'âge aujourd'hui, enfin à l'époque d'aujourd'hui, eh bien, en moyenne, un homme, ça meurt à tel âge, une femme, ça meurt à tel âge, et donc voilà à quoi ressemble une vie, en tout cas la vie du plus grand nombre des gens. Mais après ça, il y a tous ceux qui vont mourir plus tard, ou plus tôt que ça, et c'est normal. Donc ça ne vient pas faciliter la réflexion autour de quelles sont les pathologies qu'on va devoir traiter, quelles sont les pathologies qu'on ne traite pas. En tout cas, les médecins se retrouvaient justement confrontés, et les infirmières aussi, à devoir décider eux-mêmes de qui allait vivre et allait mourir. Et c'est quelque chose de terrible. Et en fait, ce phénomène, on le retrouve dans beaucoup de choses. Par exemple, qui décide de l'évolution de nos sociétés ? En fait, c'est pas toujours le gouvernement, c'est surtout le banquier, et de très bonne foi, en fait. Nous avons un employé bancaire qui est là, et puis lui reçoit toute une série de dossiers avec des demandes de crédit. Et puis, je reprends un exemple que j'avais entendu, alors je ne sais plus qui l'avait formulé cet exemple, mais peu importe, je le trouve très parlant. Il y a là un dossier d'un jeune qui a besoin peut-être, je ne sais pas moi, de 20 000 euros pour pouvoir travailler durant 5 ans dans le fond de son garage sur une invention qui va permettre à l'humanité de faire un bond en avant extraordinaire, de sauver des vies, de permettre d'éradiquer une maladie ou que sais-je. Et puis, il y a un autre dossier pour, je ne sais pas moi, peut-être 200 millions d'euros d'une grande entreprise bien cotée, qui a de gros moyens financiers, qui a des marchés, qui demande un prêt pour pouvoir mettre sur le marché directement des produits qui vont rapporter ceci, cela, cela. Et ce banquier, cet employé qui ne fait finalement qu'une analyse purement économique, va choisir la grande entreprise parce que ça va rapporter directement de l'argent, ça va rapporter des dividendes tout de suite, ça va être profitable, et puis en plus de ça, le risque est mieux contenu probablement. Et par contre, le petit jeune qui allait peut-être sincèrement et vraiment pouvoir sauver l'humanité et apporter des grands changements et un grand bien-être à l'humanité, mais simplement il lui fallait 5 ans pour pouvoir le faire, ne se verra jamais financé. Et finalement, cette innovation ou le fruit de cette recherche n'apparaîtra jamais, n'arrivera jamais et n'apportera jamais son bien-être à la société. Donc le banquier aussi, peut-être de manière plus inconsciente, décide aussi quelque part de qui va vivre, qui va mourir, quels sont les projets qui seront mis en avant et donc qui vont nécessairement transformer nos sociétés, et quels sont les projets qui ne le sont pas. Je veux dire, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui a donné de l'argent à Jeff Bezos pour commencer Amazon. Et puis Amazon a commencé comme il était, et puis regardons ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'Amazon transforme profondément nos sociétés aujourd'hui ? Oui, probablement. Elle les transforme dans notre façon de consommer, dans notre façon de voir les choses, etc. Après ça, il faut écouter et regarder un peu les voix aussi qui s'élèvent par rapport à la façon dont les travailleurs sont traités chez Amazon. En tout cas, beaucoup se sentent assez maltraités, mal payés, poussés à l'extrême, utilisés comme des machines, comme des robots, tout est cadencé, etc. Et tout ça apporte évidemment beaucoup d'efficacité à Amazon. C'est probablement pour ça qu'il a réussi, donc ça, il faut le lui reconnaître probablement. Mais en même temps aussi, il lui rapporte énormément de marge et de bénéfices. Donc voilà des sociétés qui se sont beaucoup déshumanisées. Alors c'est ça un peu le paradoxe. D'un côté, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, donc on a cette ambition, ce rêve un peu fou de faire en sorte que la machine nous dépasse et devienne intelligente. Et en même temps, on a le mouvement inverse au niveau des humains qui sont de plus en plus transformés en machines. À partir du moment où nous sommes considérés comme étant des ressources humaines, nous ne sommes jamais rien d'autre que... Enfin, on est tout à fait comparable à des objets interchangeables qui ont un coût, qu'on peut faire diminuer, qu'on peut mettre en compétition, etc. Et il n'y a plus nécessairement, de manière très marquée, la plus-value que l'humain pouvait apporter spécifiquement. C'est juste un brouillard où tout le monde est à peu près pareil, tout le monde a les mêmes diplômes, répond aux mêmes exigences, en tout cas dans un métier donné, et les pièces sont interchangeables. En tout cas, c'est ce que j'observe de plus en plus. Et donc oui, c'est tout à fait normal à un moment donné qu'on soit traité de cette façon-là. Nous sommes que des objets.
en tout cas dans une dimension économique, même si pour que cet objet fonctionne bien, on doit nous caresser dans le sens du poil, on doit faire un peu de la motivation, on doit nous parler gentiment. C'est simplement la meilleure façon d'utiliser l'outil pour qu'il produise au mieux, c'est tout. Donc on est toujours au cœur d'une réflexion purement économique, on n'est pas dans quelque chose de plus philosophique ou de plus humain. Bon, assez pour ce soir, on a presque fait 1 heure ensemble autour de toutes ces questions. Pour certains, ce sera peut-être très déprimant. Je pense qu'on peut regarder ça avec beaucoup de recul, mais en même temps le voir. Certes, ça pose le problème, mais derrière, ça peut nous aider aussi à envisager un avenir différent, un futur possible. Ça peut peut-être nous aider aussi à mieux circonscrire quels sont les comportements, les attitudes, enfin quels sont nos comportements et nos attitudes que nous pourrions commencer à changer pour que les choses commencent tout doucement à changer elles-mêmes aussi. Quels sont les rapports que nous pourrions commencer à changer dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec le monde économique, dans les relations avec nos élus, etc. Donc, parce que nous sommes des êtres de relation avec toutes ces choses et tous ces gens-là. Donc, le fait de le comprendre et d'en prendre conscience peut nous aider justement à voir qu'est-ce qu'on aurait besoin de changer pour aller vers autre chose. Alors aujourd'hui, on a peut-être vu ensemble un peu quelle est la situation actuelle et peut-être mieux la comprendre. Il nous restera très largement, et c'est un débat qu'on peut avoir ensemble, mais vers quoi pourrions-nous souhaiter aller demain ? Vers quel nouveau paradigme, vers quel mode de société ou de fraternité devrait-on aller ? Je pense que les religions nous ont souvent proposé des modèles, mais nous n'avons pas toujours voulu les suivre. Maintenant, il peut y en avoir d'autres aussi. Quand je parle des religions, c'est pas du culte, mais c'est des modèles de société, des modèles de vivre ensemble qu'elles pouvaient proposer. Et je pense qu'elles proposent toutes à peu près la même chose. Donc, il y a déjà en plus une certaine forme de tradition. On voit qu'on peut remonter très loin dans le temps et proposer de tout temps toujours à peu près les mêmes choses. Peut-être quelque chose à puiser là, ou peut-être pas. Donc ça, ce sont les débats qu'ils diront. Donc, on a bien, si je reprends une position de coach, on a bien une situation de départ. Il nous reste à définir quelle est la situation qu'on aimerait avoir à la place de ça. Et puis, une fois qu'on aura défini les deux, on pourra toujours se poser la question de quoi aurions-nous besoin comme ressources intérieures, comme capacité personnelle, pour pouvoir passer de cette situation-là à cette situation-là. D'accord ? Donc, c'est ça tout le travail, pour passer de la situation de départ à la situation d'arrivée. D'accord ? Enfin, j'ai inversé les mêmes, enfin, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, on a vu la situation de départ. On pourra toujours tenter ensemble un jour de définir un avenir possible qui pourrait être sur lequel nous pourrions nous entendre et qui nous paraîtrait à tous enviable. Et après ça, ça nous montrera qu'est-ce qu'on a besoin de changer dans nos comportements, nos attitudes, et surtout qu'avons-nous besoin d'acquérir pour nous permettre de combler le fossé et d'aller tout doucement et de construire ensemble cette société-là. Si nous ne le faisons pas, on va prendre le mur, et ça de toute façon je pense qu'on ne sera pas épargné par rapport à cela. Et puis derrière, on sera amené à devoir justement imaginer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. On sera probablement plus réceptif à ce moment-là. Ça se fera peut-être après des périodes d'errement et d'instabilité. Si je prends par exemple la Révolution française à titre d'exemple, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a fallu 70 ans à la France pour se stabiliser. Donc après la Révolution française, ça a quand même été 70 ans d'une période noire, je dirais, d'instabilité, d'insécurité pour le peuple français. Donc ce ne sont pas des choses simplement qui se font du jour au lendemain, c'est juste ça que je veux dire à travers cela. Donc oui, il y aura des choses à faire probablement, donc ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais ça ne nous empêche pas de commencer à travailler là-dessus aujourd'hui, surtout qu'il y a probablement des actions intermédiaires à prendre ou des actions conservatoires à prendre pour permettre à la société, si nous devions aller vers un effondrement de nos sociétés, dont certains parlent, il y a les collapsologues qui en parlent, il y a probablement des choses à mettre en place pour permettre aux humains, quand il sera le temps de reconstituer une civilisation, de pouvoir peut-être redémarrer. Donc il y a peut-être des actions conservatoires à faire, de manière plus individuelle ou collective, je ne sais pas. Donc il y a des choses à réfléchir probablement de ce côté-là. Et je pense que ce sont des choses auxquelles on ne réfléchit pas ou pas suffisamment. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir suivi, j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à cela. Comme toujours, je souhaite que nous travaillions
dans le respect et dans la bienveillance. Donc, des commentaires polis où on avance des choses, on avance des arguments. On peut ne pas être d'accord avec les choses, mais argumentons-les, je veux dire, ou exprimons les choses. C'est pas la place pour l'insulte. Jusqu'à présent, ce sont des choses qui se présentent pas, donc j'en suis très heureux aussi. Donc c'est avec plaisir que je vous lirai, puis si j'ai l'occasion, je répondrai. Sinon, ce sera l'objet d'autres vidéos. Voilà. Passez une excellente soirée, à très très bientôt.